Gérald Larose se présente aux élections avec Irène Héran-Berger en 1979. Bon. Il y a une équipe qui est opposée à celle de Gérald et de Irène Héran-Berger. C'est une équipe contrôlée par DML. D'accord. Ils sont dans les syndicats. Ça, c'est à peu près à la même époque que la crise au CFP? Ou? Bien, au CFP, c'est 76. Ouais. Là, on est en 79, OK. au Conseil central. Là, les marxistes-léninistes sont très présents dans un certain nombre de syndicats. Ils font une stratégie d'entrisme. Hein? Et on a même eu, à un moment donné, un document du PCO pour les syndicats qui disait comment on fait dans nos syndicats. Pour contrôler. Là. Pour contrôler ça. Et là, t'en as qui disent, bon, tel président de syndicat, il est correct, on peut vivre avec. Tel autre, ben, il est pourri, il faut le remplacer, ça va être quelqu'un du PCO, etc. Bon, ce genre d'histoire-là. Alors, donc, il y avait une certaine force ML qui était présente au Conseil central. Et Gérald et Irène, ça a pris un certain temps avant que ce courant-là puisse progressivement disparaître du portrait. Alors, toi, tu as assisté en tant que délégué au Conseil central? Moi, j'étais délégué au Centre de formation populaire. Il y avait un syndicat. Oui. Les employés, on n'était pas nombreux. C'est un syndicat de 6-7 personnes, dépendant de la période. Mais c'était un syndicat de la CSN. Et moi, j'étais délégué au Conseil central. Dans la première période, c'était ça, de 71 à 73. Et 78, j'étais délégué du syndicat des... Donc, tu as assisté à ces tentatives-là? Ah, absolument. Et je me souviens que, comme on avait travaillé au Centre de formation populaire, il y avait un comité qui était sur la question syndicale et l'autonomie politique des syndicats. Moi, j'avais beaucoup travaillé cette question-là. Et c'est moi qui ai défendu sur le plancher la résolution qui disait les syndicats, c'est autonome au plan politique. Et ça a passé. Mais ça a passé serré quand même. Ah ouais. De la même façon qu'Irène Héran-Berger a passé à 2 ou 3 votes. Okay. Alors, c'était très serré à ce moment-là. C'était dans la phase offensive réussie des ML dans un certain nombre de syndicats, particulièrement à CSN, moins, je pense, à la FTQ, mais il était là aussi. Mais enfin. Alors donc, c'est une période où c'est un 7-8 ans avec lequel on est pris avec les ML. Et dans les discussions là-dessus, il y a de savoir... Moi, j'ai bien aimé l'introduction que vous avez faite pour reprendre autrement ce qui avait été contesté. La deuxième version. La deuxième version. L'introduction que vous avez faite est tout à fait opportune. C'était des... On était... le on exclut la personne qui parle, mais c'était un peu... on était des novices. Les gens du PCO sont rentrés dans le décor avec un militantisme de jeunes, idéalistes. Et moi, je dirais, ce qui n'est pas dit dans votre texte, avec une ignorance, mais totale, de ce que c'est le mouvement communiste. Alors, ce que je veux dire, c'est que l'ignorance était marquante parce que on ne connaissait rien du mouvement ouvrier européen. On ne connaissait rien du syndicalisme en France, en Italie, en Belgique, etc., et les Britanniques aussi. Et on ne connaissait rien des partis de gauche non plus. Alors ça a fait que des gens qui sont engagés dans le PCO comme sympathisants, etc., puis qui finissent par faire un voyage en Chine, ils reviennent de la Chine, tout est nouveau, tout est beau. Et tu te dis, non, mais c'est pas possible. Comprendre que tu peux faire une révolution à la Mao dans un pays industriel développé, c'est d'un ridicule, mais consommé. Je veux dire, ça ne tient pas la route 2 secondes. Quand tu sais que toutes les révolutions qui ont été faites par des partis communistes, ça s'est toujours passé dans des pays sous-développés, et non pas dans des pays européens. Des travailleurs surexploités, tout ça. C'est ça.
Alors, ça, moi, je pense qu'il y a une ignorance totale et donc une naïveté, une absence de sens critique complet. Moi, pendant cette période-là, dans mes recherches en sociologie, parce que je suis toujours à mi-temps là, et au CFP en même temps, je me mets à examiner le communisme international. Là, qu'est-ce que je découvre? Première chose, c'est que la création de la Troisième Internationale, avec Lénine, les textes qui sortent de ces réflexions-là de la Troisième Internationale, c'est exactement la reproduction de ce que fait le PCO dans son journal. Là, j'en revenais pas. Je me disais, non, mais ça va pas la tête. Il fait des copier-coller. C'est du copier-coller dans le journal La Forge de 1919-1920 en Russie. Alors là, ça me confond complètement. Là. Je suis complètement sidéré de ça. Mais ça, c'est dit. Après ça, là, j'étudie ceux qui ont été des communistes et qui ont décollé du communisme. Alors, j'ai en tête Fernando Claudin, qui est un politologue qui a vécu le mouvement communiste espagnol et qui te fait, en 2 tomes, l'analyse de la crise du mouvement communiste et l'échec du communisme pour avoir fait du parti la clé et du contrôle systématique de l'État, la clé du changement social. Ce qui s'est avéré être exactement le contraire. Tu sais? Bon. Alors, c'est ça, moi, que je travaillais en même temps que je voyais l'opération marxiste-léniniste québécoise. Et là, j'étais vraiment... je me disais, bon, ben là, on va finir par y échapper. Et quand il y a eu la crise interne, des anciens amis qui étaient passés au marxisme-léninisme et que j'avais connus au Centre de formation populaire, dans une manif à Montréal, font le premier geste de venir me voir et de me donner la main. Mais moi, j'étais honni du parti depuis longtemps. J'étais un affreux contre-révolutionnaire, etc. Bon, ce que tu voudras. Alors là, et c'est à partir de ce réseau-là aussi un peu que j'ai fait, dans mon enquête sur le mouvement communautaire, l'entrevue, c'est-à-dire le chapitre qui traite à la fois de l'expérience du FRAP, de l'expérience ML et de l'expérience du RCM. Ah, bon, alors c'est un peu ça. Et donc, ça a été un épisode, à mon avis, épisode ML. Il y en a certains qui pensent que ça a été plus positif que d'autres choses, le MLisme. Moi, je pense que ça a été complètement négatif, ou presque, parce que ça nous a aveuglés complètement sur ce qui pouvait être une action politique du type du NPD au Canada, par exemple. Bon, mais qui pouvait être différent au Québec, mais c'était ça qu'il fallait faire. C'était aller vers un réformisme radical pour avancer dans la société, un État social fort, etc., quoi, et indépendant. Bon. Mais ça nous a... Alors là, la position d'annulation du vote au premier référendum par rapport au 8 mai, c'était toute une différence du monde, là, tu sais. Bon, alors ça, c'est un peu cet épisode-là, moi, que, disons que je suis porté à l'oublier. Non, c'est une réalité, puis on n'est pas à l'abri de retour de ce genre de choses-là, puisque dans ton histoire du mouvement communiste, tu vois que ça se répète. Oui, oui, absolument, tout à fait. Là, ça peut revenir sous d'autres formes. Mais bon, il faut tenir compte de ça, les grandes erreurs de la gauche ou des gauches.